L'économie et les finances burkinabées se soumettent au contrôle des citoyens au milieu de la tempête, de la fronde sociale que le Burkina traverse actuellement et surtout d'une croissance créditive positive. Comment s'arbitre le panier commun? Réponse dans cette émission avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue citoyen, l'émission de suivi citoyen du programme du président Roch-Marc Christian Kaboré sur la télévision du Burkina. Vous le savez, cette émission est organisée dans le cadre donc du Présimètre avec la CODEL, Diaconia Water Aid et bien sûr la RTB. Invité de ce soir, Adizatou Rosine Koulibaly-Souri, ministre de l'économie, des finances et du développement. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Avec vous donc, nous allons parler des finances, comment ces finances ont été arbitrées en 2017 et en 2018, comment ces finances aussi se présentent. Et donc avec nous, ce soir pour mener ce débat, nous avons des invités, 3 invités qui vont passer à tour de rôle, échanger avec vous. Il y aura des téléspectateurs au téléphone et il y aura aussi des internautes. Je précise que c'est sur le www.presimer.bf/dialogue citoyen. Et pour les appels, vous pouvez donc nous contacter au 25 40 79 03 et nous allons vous recontacter pour vos questions que vous pourrez poser en direct. Donc, madame, avant que tout cela ne s'installe, un petit entretien. On a entendu ces derniers jours, j'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction d'une fronde sociale, et en réponse, on a entendu plusieurs versions, en tout cas de la part des salaires dans le budget de l'État. On a entendu 47%, on a entendu 51%, on a même entendu 52%. Finalement, quelle est la réalité? On a la chance de vous avoir, vous qui détenez donc le panier de l'État. Quelle est la réalité et quelle est la clé justement de répartition à ce niveau-là? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez. Bien sûr, la télévision nationale, mais aussi Diaconia, et qui nous a invités à cette émission avec Codel. Je vois que c'est une émission conjointe que vous organisez et qui nous donne l'occasion d'échanger, de partager aussi avec les téléspectateurs la situation de certains secteurs d'activité, dont bien sûr celui de l'économie, des finances et du développement. Moi, je n'aime pas la guerre des chiffres. Je n'aime pas la guerre des chiffres. Il faut savoir que ce soit 47% ou 51%, c'est pas bon. C'est ça la question. Nous travaillons sur la base d'un certain nombre d'indicateurs de bonne gestion des finances publiques. Et à ce niveau, le ratio qui est utilisé souvent, parce que vous parlez du budget, d'autres ont sûrement utilisé les recettes fiscales. Le ratio qui est utilisé, c'est en fait celui des dépenses salariales rapportées aux recettes fiscales. J'ai les chiffres ici. Et je m'imaginais quand même que la question allait peut-être m'être posée. Et donc, vous allez faites vos calculs très rapidement. Les dépenses de personnel en 2017, c'est 617 milliards 950 millions 719 francs CFA. Et les recettes fiscales qui ont été recouvrées au 31 décembre 2017, c'est 1251 milliards, si je veux faire ça globalement. Vous allez vous rendre compte que quelque part, on est forcément autour. C'est ça le calcul, ils vont vous sortir le calcul. Malheureusement de calculer. Ça sera autour de 50%. Autour de 50%. Ça sera autour de ça dans tous les cas. Le vérificateur qui va venir tout à l'heure. Ils vont faire le ratio et puis ratio et puis avec peut-être d'autres chiffres. Voilà. Parce qu'il est possible aussi sur le site de la BCEAO de trouver... Mais ce n'est pas la BCEAO qui exécute mon budget. La BCEAO utilise les informations qu'on leur donne. Alors, moi, je vous ai sorti les informations... Clé de répartition à ce moment-là. Je dis, là, je vous ai sorti les informations du système informatique à date. Du ministère de l'économie et des finances. Et c'est ça que la BCEAO utilise après. D'accord. Alors, maintenant, ça, ce sont les salaires. De l'autre côté, il y a les dépenses courantes. Et puis, voilà, il y a aussi l'investissement. Tout à fait.
Bon, donc si on ajoute les autres postes de dépenses pour avoir justement le lot des dépenses ordinaires, c'est-à-dire que les acquisitions de biens non durables, les dépenses de transfert, etc., ça va aller justement au niveau des dépenses ordinaires, un total de 1 302 milliards. Bon, je vais arrondir les chiffres. Les dépenses en capital, 571 milliards 693, donc un total de 1 874 milliards. Ça, ce sont les données que nous avons pour 2017. Ce qui fait qu'on vit au-dessus de nos moyens? Ben, je pense qu'on peut le dire, oui. Si la norme communautaire est de 35%, pour quelqu'un qui utilise ses ressources domestiques et pour les allouer au fonctionnement de l'administration, payer d'abord les salaires qui prennent une partie, et après les salaires, le fonctionnement courant de l'administration, c'est l'eau, c'est l'électricité, etc. Bon, à la fin de la journée, vous n'avez plus rien pour investir. C'est ça la question de fond. Et c'est ce qui explique aussi que ces derniers temps, on est obligé de passer par l'emprunt obligataire parce que pratiquement, on a l'impression que chaque 3 mois, on est obligé d'appeler, en tout cas, d'emprunter. Non, l'emprunt obligataire n'est pas une fin en soi. L'emprunt obligataire, c'est un moyen que vous utilisez pour financer le déficit budgétaire. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez un programme d'investissement au cours de l'année, lorsque vous évaluez vos dépenses au cours de l'année, vous voyez ce que vous pouvez avoir comme recettes domestiques, ce que vous pouvez avoir comme complément lorsque les partenaires prennent des engagements, et s'il y a un gap à combler, en ce moment, vous allez sur le marché. Mais justement, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller emprunter donc des ressources que vous allez devoir rembourser et les utiliser pour le fonctionnement. Si on arrive à une situation comme certains pays qui sont obligés d'emprunter pour rembourser des dettes, si on arrive à des situations où on ne peut plus assurer le salaire des fonctionnaires, c'est ça la réalité. Et vous le savez très bien, il y a un pays qui a dû réduire même le salaire de ses fonctionnaires. Je pense que c'est pour cela. Moi, je ne l'ai pas nommé, mais en tout cas... Ça n'a pas prospéré parce qu'il y a eu des manifestations qui ont... Oui, mais ça ne va rien, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin parce que la question de fond... Parce que dire qu'il y a eu des manifestations, je pense que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de dire, est-ce que nous avons les ressources nécessaires pour réaliser les ambitions de développement, les ambitions auxquelles nous adhérons tous, puisque nous avons un plan national de développement économique et social, ou bien alors si on se dit les recettes ou les ressources de l'État, c'est comme un gâteau qu'on dépose sur la table, qu'on dit à tout le monde, venez prendre votre part, et en ce moment, il n'y aura plus rien, et ce n'est pas un pays qu'on va construire de cette manière-là. En tout cas, chez nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Il faudrait qu'on évite parce qu'on est en train d'arriver à la ligne rouge. Sauf qu'on est quand même arrivé aussi à un niveau où on a confiance aujourd'hui à ce qu'on a appelé les partenariats publics-privés. Il y a eu ces débats et l'Assemblée a tranché, vous a donné cette autorisation d'y aller. Sauf que nous venons de recevoir un avertissement du Fonds monétaire international. Comment se fait-il qu'on vous a vu défendre le dossier, que vous défendiez ce dossier-là et que vous ne voyez pas cet avertissement qui pourrait venir parce qu'on est en voie de surendettement? Bon, nous étions nous-mêmes donné cet avertissement. Nous n'avons pas attendu le Fonds monétaire international pour nous-mêmes édicter les principes de bonne gestion de nos ressources. Le PPP, c'est pour ça je crois qu'il y a une confusion au niveau même de la définition. Les PPP sont un moyen, c'est une modalité pour financer le développement d'un pays, mais ce n'est pas la panacée. Parce qu'il y a un certain nombre d'analyses qui doivent être faites pour que vous vous assuriez que c'est la meilleure modalité parmi plusieurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous pouvez aller sur le marché, vous avez parlé d'emprunt obligataire. Je peux aller voir une banque emprunter pour le faire. Donc ça, c'est un moyen. Mais le PPP, on demande à quelqu'un, amène tes ressources financières, amène ton expertise et tu réalises par exemple une infrastructure. Maintenant, au niveau du texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale et que nous avons défendu et qui est un texte totalement valable, nous avons dit qu'il faut un certain nombre d'éléments d'analyse pour que nous nous assurions que c'est le meilleur choix. Est-ce qu'effectivement, lorsqu'on connaît le prix unitaire
de l'action qui va être réalisée. On veut faire 60 km de route bitumée. On sait qu'un kilomètre de route bitumée, toutes choses étant égales par ailleurs, voilà le coût. En ce moment, on analyse pour voir si l'offre est intéressante. Nous regardons aussi l'offre par rapport, bien sûr, aux offres similaires. S'il y a eu des contrats similaires, est-ce que c'est une offre qui est plus intéressante? Nous regardons cela par rapport aux conditions de financement. Est-ce qu'il y a des conditions plus douces? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour nous d'aller contracter auprès d'une banque? Est-ce qu'il y a un certain nombre un délai qui nous est donné pour rembourser? Est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur l'endettement du pays? Mais c'est nous-mêmes qui avons édicté ces critères. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis en place un comité interministériel où en même temps, vous avez non seulement les représentants des ministères sectoriels, mais vous avez aussi les représentants du ministère de l'économie et des finances, les juristes pour les aspects contractuels, ceux qui gèrent la dette pour voir effectivement si c'est bon, les questions aussi des impôts, est-ce qu'il y a des exonérations qui sont demandées? Donc ce sont ces experts-là qui font des recommandations qui sont introduites en Conseil des ministres avant que nous nous prenions une décision. Maintenant, la question du FMI, c'est quoi? Puisque vous avez parlé du FMI, ce n'est pas un carton jaune. Le FMI a eu simplement à dire, lorsque c'est un PPP, un vrai PPP, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'endettement pour l'État, quelqu'un qui dit, moi je réalise une infrastructure, je l'exploite, je me fais rembourser, peut-être par le mécanisme par exemple de péage, si je peux me faire rembourser là-dessus, si c'est sur 15 ans ou 20 ans que cela s'amortit, après je transfère ça à l'État. Quelqu'un peut dire, je suis un producteur indépendant d'énergie, je vais le faire et puis vendre la production à la Sonabel. Ça, c'est des vrais PPP, on n'a pas de problème avec ça, le FMI n'a pas de problème avec ça. La question sur laquelle justement la discussion est mise sur la table, c'est ce qu'on peut appeler un peu les préfinancements. Le gouvernement n'a pas de ressources. Dans le domaine social. Non, pas forcément. Exemple, ça peut être une infrastructure. Oui. Une infrastructure, mais qui va générer une dette. Parce que l'investissement ne va pas s'auto-rembourser. C'est à ce moment qu'ils ont dit, faites attention parce qu'effectivement, cela va générer de la dette. Mais on le savait nous-mêmes, puisque nous avons fait nous-mêmes les analyses. D'accord. Nous allons donc aborder le premier aspect de cet entretien avec la mobilisation des ressources. Et nous avons un expert fiscaliste avec nous qui va venir échanger donc avec vous, Monsieur Tidiane Kaboré, que j'invite à rejoindre la place. Vous passez par là, s'il vous plaît. Voilà, pour pouvoir donc rejoindre votre place. Et puis, Madame le ministre, place au débat. Bonsoir. La question va directement aux prévisions qui sont assignées aux trois régies des recettes, notamment la Direction générale des impôts, 918 milliards, la douane, 694 milliards, et le Trésor, 146 milliards, je crois. Et quels sont les facteurs qui ont milité à leur attribuer en fait, de telles prévisions dans un contexte économique aussi discutable? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord faire remarquer que nous avons tenu compte de l'évolution et de la mobilisation des ressources domestiques dans d'autres pays, dans des pays similaires. Nous avons vu qu'un pays peut accroître, s'il est bien organisé, ses recettes fiscales de 30% et plus d'une année sur l'autre. Ça, c'est l'observation. Je vous donnerai le nom des pays. Le Rwanda l'a fait, le Togo l'a fait, d'autres pays sont en train de le faire. Cela est possible. Maintenant, il fallait voir maintenant les facteurs bloquants. Pourquoi nous, on a été rendus, parce que quand même, c'est important aussi que nous félicitions le travail qui a été fait. Malgré la situation que nous avons vécue en 2016 et 2017, c'est quand même une moyenne de 14% sur les 2 années. Sur la période 2016-2017, une moyenne quand même de 14% d'accroissement en matière de recettes domestiques. Cela veut dire que le potentiel est là et qu'il n'a pas été suffisamment exploité. Et justement, qu'est-ce qui a été fait? Bon, il y a déjà la lutte contre la fraude. Vous vous êtes rendu compte, par exemple, pas seulement au niveau des impôts, puisque là, on est en train de... On sert de plus en plus, on fait le contrôle pour nous assurer effectivement que la fraude, le faux, toutes les falsifications de factures, que cela diminue. C'est par exemple la facture normalisée que nous avons mise en place.
Au niveau de la douane, certaines fois, des importateurs viennent avec des camions. Ils disent que la marchandise est en transit. Donc, il va dans un autre pays. Mais après, il décharge la marchandise ici. Donc, à la fin des courses, nous n'avons rien. L'autre pays aussi n'a rien. Nous avons dit que nous allons faire le suivi satellitaire des véhicules. Donc, c'est tous ces éléments de contrôle que nous avons mis en place. Vous avez vu la plateforme Sylvie que nous avons mis en place pour les procédures de dédouanement. Récemment, au niveau de la taxe de résidence, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais en tout cas pour la taxe de résidence, nous avons un partenariat avec une compagnie de téléphonie mobile qui permet à chacun de payer directement. Donc, il n'y a pas de risque de perte de ressources. Et de déplacement surtout parce qu'à un moment donné, c'était difficile. Vous arrivez sur place pour pouvoir même vous acquitter de vos taxes, c'est tout un problème. Ben voilà. Et puis il n'y a pas de risque aussi qu'on se dise qu'on a été dévalisé ou bien que, que quelqu'un est venu cambrioler parce que certaines fois, il y en a qui ont disparu aussi avec la caisse, il faut se le dire aussi. Donc nous pensons qu'en dématérialisant, et c'est sur ça vraiment que nous sommes en train de travailler, par exemple pour 2018, nous sommes en train de tester la télédéclaration, donc vous allez faire la déclaration de vos impôts en ligne. Le télépaiement, vous allez pouvoir payer vos impôts en ligne. Donc, toutes choses qui vont nous amener vraiment à réduire tous ces éléments effectivement manuels qui font que nous perdons des ressources. Il y a aussi, bien sûr, vous n'avez pas posé la question, au niveau de la commande publique aussi. Parce que si les gens ne font pas de business, ils ne vont pas aussi payer. Donc, au niveau de la commande publique, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi dématérialiser à ce niveau. Donc, nous sommes aussi dans un processus où vous pouvez être dans une région reculée, et voir ce qu'il y a comme annonce, ce qu'il y a comme marché public, et puis soumissionner en ligne. Donc nous pensons vraiment qu'au XXIe siècle, nous avons quand même les moyens de travailler autrement pour améliorer les performances des régies des recettes, qui font déjà du bon travail. Parce que je vous ai dit quand même c'est 14% d'augmentation sur les 2 années, alors que c'était quand même difficile. La douane pour 2017 est autour de 95,27% des taux de réalisation. La DGI, c'est autour de 93%. Le Trésor a dépassé ses prévisions. Tout à fait. Alors, donc, la deuxième question va concerner en fait les exonérations fiscales. On sait qu'il y a eu une évaluation en fait des dépenses fiscales pour l'exercice 2015. Je crois que c'est une deuxième évaluation après celle de 2013 qui a porté sur 2010. Alors, il se trouve que il y a au moins 75 milliards 987 millions de manque à gagner en fait sur l'exercice 2015, rien que les avantages fiscaux douaniers accordés. Quelles sont les mesures que vous prenez pour rationaliser ces incitations fiscales, comme on le dit? Parce que c'est quand même trop, 75 milliards pour un exercice du même coût. Les entreprises qui n'en bénéficient pas peuvent tomber facilement dans l'incivisme fiscal. Quelles sont les mesures que vous prenez pour rationaliser ces incitations? Je comprends votre question, mais je pense qu'elle peut être posée autrement. Oui. La question, ce n'est pas de dire qu'il y a eu un manque à gagner de 75 milliards, mais la question, c'est de dire, est-ce que les 75 milliards sont justifiés? Parce que lorsqu'on fait une dépense fiscale, lorsqu'il y a une exonération, c'est parce que derrière, le fiscaliste se dit que cela pourrait être un élément qui permet à l'investisseur de prendre le risque dans un secteur donné, qui permet à l'investisseur de générer des emplois, qui lui permet donc, dans les années à venir, de payer l'impôt. C'est ça le raisonnement. Alors, cet impact, est-ce qu'il est c'est ce que je suis en train. C'est moi qui ai demandé que l'étude soit faite. Alors, donc, l'étude qui a été faite, c'était de voir si exactement ce qui a été accordé comme incitation fiscale, si cela a permis à l'entreprise de se développer. Mais on s'est rendu compte, fort malheureusement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les engagements qui avaient été pris par les entreprises, que ces engagements n'ont pas été respectés et que les services fiscaux n'ont pas fait le contrôle pour justement dire que vous avez demandé des facilités, mais vous n'avez pas respecté vos engagements. Et c'est pour cela que pour plusieurs entreprises, nous ne renouvelons pas ce que nous avions accordé comme exonération. C'est ça un peu la situation. Madame le ministre, une dernière question. On sait que 2017, il y a eu un recouvrement offensif. On a même constaté des fermetures d'entreprises, et pas des moindres, surtout au niveau des grandes entreprises. Au-delà de ça, on sait qu'il y a encore un bon stock de restes à recouvrer, comme on l'appelle. Est-ce que vous allez procéder à des amnisties fiscales, c'est-à-dire au-delà des recours sur les pénalités, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à ce qu'il y ait des rencontres avec les relicataires pour voir si on peut, par exemple, faire des abandons partiels
pour que ces intéressés-là puissent s'acquitter en fait du reste? Voilà, je suis très à l'aise sur cette question. Parce que lorsque j'ai eu le rapport qui montrait qu'il y avait 400 milliards de reste à recouvrer, c'est le chiffre que nous avons, vous devrez l'avoir puisque vous êtes préparé pour me poser les questions. Je me suis dit, waouh, ça c'est beaucoup d'argent. La bonne nouvelle, en fait, il y a deux bonnes nouvelles. Oui. Déjà, c'est que moi-même, j'ai reçu une dizaine de contributeurs, en fait, de ceux-là qui doivent à l'État. Et je vais vous dire que je les ai vus, et le dernier trimestre seulement de cette année, on a encaissé plus de 10 milliards. En fait, parce qu'il y a eu cette approche vis-à-vis de ces entrepreneurs. Mais la question de fond, c'est quoi? La question de fond à notre niveau, ce n'est pas de dire qu'il faut fermer forcément les entreprises. Parce que si nous étouffons ces entreprises, elles ne pourront pas produire. Il y en a qui ont eu des raisons objectives pour lesquelles, effectivement, elles ont ces retards, elles doivent aux banques et tout ça. Donc, il faut échanger avec elles. Mais il y en a qui sont de mauvaise volonté. C'est en ce moment que nous faisons le recouvrement forcé et nous avons identifié des bureaux pour les forcer, parce qu'il y aura le contentieux. On va donc aller en justice et en ce moment, nous allons, si ils ont des biens, que nous puissions liquider pour que l'État rentre dans son droit. Okay. Donc, on est totalement d'accord. Okay. Je vous remercie. D'accord. Merci à vous, Monsieur Tidiane Kaboré. Madame le ministre, on va prendre une question sur la plateforme Présimètre, puisqu'il est possible donc de nous poser des questions à ce niveau-là. Existe-t-il un fichier ou un répertoire central et informatisé de la fiscalité au Burkina? Et combien de contribuables, personnes physiques ou morales? Votre question et votre réponse, pardon. Moi, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je peux vous dire qu'il y a un fichier informatisé. Chacun a un numéro d'identifiant fiscal et c'est sur cette base-là, justement, que l'impôt est payé. Donc, il y a des fiches d'imposition. Maintenant, par rapport à la question cadastrale, ça, c'est la question de fond. C'est vraiment la question de fond. Et nous avons, avec le ministère de l'Habitat, plus ou moins le nombre de parcelles, que ce soit commercial, que ce soit à usage privé, etc. Nous avons ces informations-là. Mais la question maintenant, c'est qu'au niveau du cadastre, ce n'est pas suffisamment informatisé. Et non seulement ce n'est pas suffisamment informatisé, nous doutons même que toutes les informations soient vraiment disponibles au niveau de l'habitat. Ce que je veux dire, c'est quoi? Bon, nous voyons par exemple des maisons, des bâtiments qui poussent comme des champignons chaque jour que Dieu fait. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est faire payer les gens. Parce qu'il y a quand même un texte qui a été adopté sur l'imposition, la fiscalité sur les propriétés bâties et non bâties. Donc, nous sommes en train d'établir vraiment ce cadastre fiscal. Ça fait partie vraiment des priorités parce que là, c'est une niche qui n'a pas été suffisamment exploitée. Là, je suis totalement d'accord avec celui qui a posé la question. Une autre question sur la plateforme. Quelle action stratégique et concrète vous menez pour que le Burkina ne s'endette pas après 2020? L'État est-il sociétaire, voulait-il dire, d'une compagnie minière? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Bon, en général, au niveau des entreprises minières, je pense que nous avons une participation de 10%. 10%, voilà. Donc, nous sommes, parce que c'est quand même une ressource importante, c'est bon que le gouvernement voit ce qui se fait là-bas. Maintenant, par rapport à l'autre question qui a été posée, je ne sais pas, en fait, s'endetter, ce n'est pas grave. Non, 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 c'est l'utilisation de la ressource. Mais pour construire ma maison, je suis allé prendre un prêt, contracter un prêt à la banque. Parce que vous ne pouvez pas avoir la trésorerie requise pour réaliser un investissement. Mais il y a quand même des taux à ne pas dépasser. Non, mais les taux sont connus. Vous avez les taux du marché. Et lorsque nous allons au niveau des emprunts obligataires, c'est entre 6,5 quelque chose %, un peu plus de 6%, 7%, 8%, des pays qui sont allés à des taux supérieurs. Je veux parler de l'endettement global du pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'un pays, en fonction de sa capacité de mobilisation des ressources, a forcément un seuil. Oui, bon, on situe ça au niveau du PIB à peu près entre 50 et 70%, dépendant des normes. Au niveau communautaire, ici, nous, on est à 70%, d'autres au niveau international parlent de 50%. Mais la question, ce que je veux dire, actuellement, nous, on n'a pas un problème d'endettement. C'est ça la situation. Donc, d'ici 2020, là, nous n'allons pas rentrer dans une situation d'endettement élevé ou de cessation de paiement. On n'est pas à ce stade. La seule question que nous sommes en train de poser à l'heure actuelle, nous contractons des prêts pour faire quoi?
si c'est pour construire des routes, si c'est pour réaliser des infrastructures au niveau de l'énergie qui permettent donc de soutenir la croissance, il faut le faire. Mais si c'est pour le prendre pour apporter les compléments justement pour le fonctionnement de l'administration, à ce moment, on va aller vers la banqueroute. Alors, Madame Kedga nous appelle de Banfora au téléphone. Nous allons écouter sa question. Bonsoir, Madame. Non, c'est pas ma question, monsieur. Ok, Monsieur Kedga, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Ok, ma question concernait les inconvénients du franc CFA sur l'économie, sur le budget national. Je voudrais vraiment une réponse claire et nette, pas des termes économiques, pour vraiment nous faire comprendre vraiment les inconvénients vraiment du franc CFA sur le budget national. Voilà. Ma deuxième question concernait le budget alloué à l'éducation. Je voulais vous demander à savoir combien de millions ou de milliards vous conscientisez sur l'éducation par an, connaissant que vraiment l'éducation est composée des professeurs, des enseignants. Bon, ça demande beaucoup. Combien de millions vous allouez pour l'éducation? Et connaissant que l'éducation demande vraiment beaucoup de moyens. Ma troisième question concerne, oui. On a compris la question, donc le franc CFA et le budget alloué à l'éducation. Oui, Madame le ministre. Bon. J'y vais, Allez-y, c'est bon? Madame le ministre. Oui, merci beaucoup. En réalité, avant le franc CFA, vous savez que dans nos pays, nos grands-parents utilisaient le cori. D'accord? C'est donc une unité qui vous permet de mener des échanges entre des parties. C'est ça. Avant, il y avait le troc. Avant qu'il y ait la monnaie comme le franc CFA, les gens échangeaient. Vous amenez un peu de riz, l'autre a du maïs, etc. On peut le changer. Mais dans une économie moderne, il faut avoir une monnaie. Donc, lorsqu'il y a eu la création effectivement du franc CFA, c'était pour permettre de développer les échanges entre les pays. Maintenant, la question, vous parlez d'inconvénients. Non, ce n'est pas une question d'inconvénients. Le débat à l'heure actuelle, c'est de savoir, est-ce qu'au stade actuel de développement de notre pays, est-ce que nous allons rester avec le franc CFA comme monnaie, ou bien s'il faut penser à autre chose? C'est ça la question de fond. Maintenant, il faut d'abord évaluer l'utilisation du franc CFA. Vous savez, en matière de politique économique, on dit qu'il est important, la politique monétaire est importante. C'est-à-dire qu'un État doit être capable de dire, par rapport à l'évolution de mon économie, voilà la monnaie, la valeur que je peux donner à ma monnaie. Et vous pouvez aussi, parce que, par exemple, vous voulez accroître le niveau de vos exportations, décider donc de dévaluer votre monnaie, parce que cela permettra à vos produits de revenir moins chers pour ceux-là qui voudraient les acquérir. Donc, c'est un puissant moyen qu'un pays a à sa disposition. Malheureusement, je le dis madame ou monsieur, c'est monsieur, finalement. Monsieur, étant donné que nous sommes dans une monnaie dont la parité est fixe par rapport à une devise qui est par exemple l'euro, nous n'avons pas la flexibilité de cette monnaie et nous n'avons pas la flexibilité, puisque c'est arrimé sur une seule monnaie, nous n'avons pas la flexibilité d'avoir par exemple un panier de monnaie comme ça pourrait être par exemple la monnaie chinoise, comme ça pourrait être le dollar, etc., pour jouer là-dessus, tenant compte de notre politique monétaire. Donc c'est carrément un frein, je crois que c'est un frein, mais si les politiques ont décidé d'être dans cet ensemble monétaire, parce que quand même nous avons une banque centrale assez solide, je pense que c'est que le choix, lorsque le choix se faisait, il était justifié, mais la réflexion est maintenant ouverte. Les réflexions d'experts sont sur les bureaux des chefs d'État qui, en dernière analyse, vont décider. Mais au-delà même du CFA, vous savez très bien que nous sommes aussi dans un autre ensemble d'intégration économique qui est la CEDEAO. Et la CEDEAO aussi en train de réfléchir sur la monnaie au niveau de la CEDEAO. Ça fait quand même 300 millions de personnes. Donc c'est un marché très vaste qui permettrait à un pays comme le Burkina Faso d'atteindre effectivement les autres pays de la sous-région. Donc c'est une question pertinente et le débat est effectivement sur la table. La deuxième question sur le budget alloué à l'éducation. Bon, j'ai quelques chiffres. Et le budget alloué à l'éducation en 2017
Le ministère de l'Éducation, c'est 223 milliards 276 millions 967 francs CFA. Ça, c'est 2017. Et il y a 48 milliards 795 millions de plus en 2018, selon les prévisions. Donc, cela veut dire qu'au niveau de l'éducation, c'est quand même un budget consistant. Mais lorsque on parle de budget, ne voyez pas le montant global ou relatif, voyez la qualité de la dépense. Qu'est-ce que les ressources allouées à un secteur donné permettent d'atteindre comme résultat, envoyer les enfants à l'école, leur donner une bonne éducation? C'est ça la question du fond. Une autre question au téléphone, Madame la Ministre, avant de passer à la deuxième étape justement de cette émission. Monsieur Nombré Bouraïma de Ouarghaï, bonsoir. Oui, c'est Nombré Bouraïma. Ok, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je vais poser ma question à Madame le ministre. Nous, on dit ici qu'il faut que tout le monde essaie de payer pour le développement du Burkina Faso. Et c'est pour cela que les fonctionnaires paient, les commerçants paient. Alors que nous constatons aussi qu'il y a des cultivateurs et les éleveurs qui élèvent et qui ne paient pas. Alors qu'avant, il y avait les impôts de capitation et que les parents payaient pour le développement du pays. Je ne sais pas pourquoi, à l'heure actuelle, on a suspendu ou bien on a annulé ce genre des impôts sur des animaux, sur des personnes, ou bien ces personnes-là paient seulement pour les élections. C'est les élections dans les urnes-là qui fait partie de leurs impôts comme ça, ou bien pourquoi ils ne paient pas pour le développement, et ils sont les commerçants et les commerçants et les fonctionnaires qui paient. Voilà ma question. À vous, on a compris la question, Madame le ministre. Oui, normalement, tous les secteurs sont imposables. Chacun paye par rapport aux revenus qu'il a. Il est question de sûrement évaluer les revenus des éleveurs et des agriculteurs, de cerner cela, de pouvoir les toucher pour les amener aussi à payer. Bon, je crois que ça, c'est une question de fond qui est prise en compte et qui est prise en compte au niveau de la Direction générale des impôts. Parce que lorsque nous présentions le Code général des impôts à l'Assemblée nationale, le nouveau Code général des impôts, il était question de voir comment justement nous allons capter ces ressources-là. Donc voilà, c'est une préoccupation qui est partagée. D'accord. Alors, deuxième étape, donc sur la transparence, le contrôle citoyen des finances. Nous avons M. Fabrice Bazier du CIFOEB qui est sur ce plateau, qui va donc échanger avec vous. Je l'invite à prendre place et à poser ces questions qu'il a pour vous. Bonsoir, M. Bazier. Bonsoir, M. Gongo. Bonsoir, Madame le ministre. Ma première question reste dans l'actualité avec la fronde sociale. Vous l'avez dit tantôt, le ratio de l'UEMOA est 35% en termes de masse salariale et de mobilisation de recettes fiscales. Aujourd'hui, nous émettons une inquiétude quant à la possibilité, la soutenabilité budgétaire donc, de ces revendications qui sont assez énormes en ce moment. Alors, quelle est la stratégie aujourd'hui que vous mettez en place pour pouvoir justement garder en même temps la paix sociale, mais avoir une enveloppe assez consistante pour aussi investir, parce que c'est là aussi le développement. Donc, c'est que votre département est au carrefour donc, de toutes ces questions. Bon, merci pour la question. Bon, et la question du Front social à l'heure actuelle, je pense que c'est une préoccupation qui est partagée. Et c'est une préoccupation partagée parce qu'on se rend compte que cela non seulement ralentit l'activité économique de façon générale, mais que cela aussi amène au niveau social à une situation très délétère. Et on se rend compte malheureusement que chacun est en train de tirer à huit et à dia. Et avec cela, nous ne pensons pas que nous allons avancer. C'est pour cela que le gouvernement, à l'heure actuelle, vous savez très bien que la ligne de conduite du gouvernement, c'est de promouvoir le dialogue. Je crois que c'est ça. Et vous avez suivi que le Premier ministre, ces jours-ci, rencontre les différentes centrales syndicales. C'est pour arriver à une bonne compréhension de la situation. Si nous avons la même compréhension de la situation, je pense que nous sommes capables d'apporter des solutions qui puissent être acceptées par les partis. Concrètement, au niveau de votre département, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites justement pour tenir compte de cette question, parce que c'est le budget quand même qui est en cause? Bon, nous avons fait plusieurs choses. Et lorsque le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, ils ont parlé, en fait, je pense qu'ils se sont
exprimé sur la question. Ils ont donné le coût, l'évaluation financière des revendications. Nous avons fait bien sûr le point de toutes les revendications, centrales, syndicales par centrale syndicale. Si je vous dis le chiffre... Allez-y. Non, je ne vais pas le dire ici. Je ne vais pas le dire ici. Non, moi je suis une personne très disciplinée. Je ne vais pas le dire ici. Mais j'ai un tableau où nous avons le récapitulatif syndicat par syndicat. 400 milliards. Ben, je ne vais pas vous dire que c'est le montant des restes à recouvrer. Mais en tout cas, je vous dis que c'est des montants énormes. Alors, donc ça, c'est une question de fond. Nous faisons ces analyses-là. De la même manière que nous faisons ces analyses, mais bien sûr, nous disons au gouvernement aussi ce qui se fait dans d'autres contextes. Quand on arrive à une telle situation, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir? Ça, c'est la question, c'est la responsabilité du gouvernement. Est-ce qu'on va arriver à un moment donné où on va dire arrêtons les recrutements à la fonction publique? Ça peut être une décision. Donc, on ne veut pas arriver à ce type de situation. C'est pour cela que le Premier ministre et les ministres concernés travaillent à convaincre les centrales syndicales que nous sommes arrivés à une situation qui est difficile. Regardez par exemple au niveau de la Défense nationale. Au niveau du ministère de la Défense, nous avons dû augmenter les budgets de façon significative compte tenu de la menace sécuritaire. C'est des chiffres importants. Alors, Madame le ministre, ça reste en tout cas une préoccupation pour laquelle les citoyens en tout cas ont besoin de réponses assez concrètes et nous restons dans la dynamique du train de vie de l'État. On a constaté que pour les dépenses courantes de l'État, l'augmentation pour 2018 est de l'ordre de 11,2%, alors que pour ce qui est des investissements, nous sommes à 0,3%. Donc on a quelque part un pourcentage de 1,2 de pourcentage de différence. Est-ce que concrètement, on a parlé de diminution du train de vie de l'État? Est-ce que ce sont des mesures qui semblent aujourd'hui un leurre pour la population? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux, Madame le ministre? Non, ce n'est pas la poudre aux yeux. Le problème, justement, quand on parlait des dépenses de fonctionnement, mais c'est en fonction aussi du nombre de personnes que vous avez dans votre administration. Cela va s'appeler les services de nettoyage, cela va s'appeler les loyers pour héberger le personnel, cela va s'appeler les dépenses d'électricité, etc., etc. Donc, tout est lié. Si vous avez un effectif pléthorique, je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, un effectif qui vous coûte cher, c'est ça le point. Mais surtout aussi du carburant et des véhicules pour des individus. Ben ça, tranquille, je vais vous dire la situation. Vous suivez quand même les informations. Au niveau des informations, mais il y a des efforts que le gouvernement a eu à faire. Vous avez vu déjà au niveau du plafonnement des crédits de téléphone. Une orientation a été déjà donnée en Conseil des ministres pour dire à tous les ministres, parce qu'il y a des ministères qui n'avaient même pas de texte encadrant l'utilisation de carburant. Ils ont donné un maximum à ne pas dépasser, poste par poste, position par position, les responsables des différents services, ce qui ne peut pas avoir, le maximum qu'ils ne peuvent pas avoir en matière de carburant. Il y a eu aussi, au niveau du parc automobile de l'État, il y a un dossier que je vais présenter au Conseil des ministres demain. Nous avons fait une étude sur le parc automobile de l'État et sur même la question des ayants droit. Nous allons arriver à une situation où nous allons enlever ces questions de véhicules de service. Pourquoi? Mais des pays l'ont fait. On s'est rendu compte que, parce que c'est un bien public, un bien de l'État, on n'en prend pas soin. Alors, des véhicules qui ont une durée de vie de 2 ans, directement, ils sont à la fourrière ou bien ils sont au parc automobile parce qu'ils sont en panne. Donc, nous sommes en train de mettre un nouveau mécanisme en place pour réduire de façon significative, mais petit à petit, effectivement, ces dépenses, au niveau du fonctionnement de l'État. Alors, c'est bien sûr des préoccupations qui intéressent les citoyens. Parlons de transparence dans les questions budgétaires. Aujourd'hui, il y a en tout cas une loi qui a été adoptée pour se conformer un peu à la norme de l'UEMOA en matière de code de transparence. Je veux parler. À quand concrètement les décrets d'application au Burkina Faso, Madame la ministre? Nous allons y travailler. D'ailleurs, j'ai un document qui s'appelle le budget citoyen que je pourrais vous laisser. Ce sera le budget en français facile pour que le citoyen lambda puisse savoir ce que signifie le budget, ce qui signifie loi de finances initiale, rectificative, etc. J'ai un document que je vais laisser pour l'information du plus grand public. Et comment faire pour que les citoyens puissent justement s'impliquer et participer au processus budgétaire? Parce que c'est aussi une question. Mais là, ça se fait déjà. Ça se fait déjà à plusieurs niveaux. Avant l'élaboration du budget, les consultations que nous avons
au niveau des différents secteurs, mais après, nous allons au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont les représentants du peuple. Et le budget est accessible en ligne. Lorsqu'il sera finalisé, il sera accessible en ligne. Et le fait qu'on ait cette émission avec la contribution de Diaconia, etc., permet aussi aux citoyens, la preuve, c'est que les citoyens appellent et puis posent des questions. Ça permet aux citoyens de contrôler. Et ce qui est très bien, que je salue, c'est qu'on nous demande de rendre compte. Lorsqu'on dit qu'on a construit X classes dans un village donné, vous êtes capable de dire que ces classes existent ou bien n'existent pas. Donc je crois que c'est aux citoyens aussi de prendre leurs responsabilités et de demander aux gouvernants de rendre compte par rapport à l'utilisation des ressources publiques. Merci, Madame la ministre. Merci à vous, Fabrice Bazier, donc d'être venu échanger avec Madame le ministre. Madame, on va prendre une question des internautes sur la plateforme Présimètre. On va découvrir ensemble. Au vu de la grogne sociale des travailleurs pour une amélioration des conditions de travail, pouvez-vous nous dire quelle évolution connaît le traitement salarial des membres du gouvernement depuis la chute du régime de Blaise Compaoré? Aussi, dans cette situation, où se situe certainement le vôtre, ayant entendu certainement ce que c'est dit dans l'augmentation salariale que le Premier ministre et vous avez bénéficié avant d'accepter rendre service à la nation. On a effectivement entendu parler d'un salaire que vous touchez de 9 millions de francs CFA. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai pas 9 millions de francs CFA de salaire, ça c'est clair. Je ne pense pas que quelqu'un dans ce gouvernement a 9 millions de francs CFA de salaire. Ce qui est déjà clair. Je voudrais dire aussi que quand je suis venue dans ce gouvernement, il n'y a pas eu de discussion sur les conditions de salaire. Le chef de l'État m'a fait appel. Je savais que j'avais des conditions intéressantes là où j'étais. J'ai accepté de venir. C'est après, quand je suis arrivée, mais on a demandé ce qui encadre les salaires des ministres dans ce gouvernement. Mais figurez-vous que depuis 27 ans, il n'y avait aucun texte. Il fallait négocier et puis discuter du salaire sans qu'il y ait un texte là-dessus. Et donc le gouvernement a défini un certain nombre de critères pour maintenant régulariser la situation, parce que vous n'avez pas seulement des gens qui viennent d'institutions internationales, qui ont dû donc contracter des prêts, tenant compte des revenus qu'ils avaient là-bas. Même s'ils ont moins, il faut quand même qu'ils puissent respecter les engagements qu'ils ont au niveau des banques. Il y a aussi certains qui étaient dans le secteur privé, qui ont dû laisser leurs entreprises ou leurs bureaux d'études pour rejoindre le gouvernement. Donc le Premier ministre, effectivement, au niveau du gouvernement, a encadré cela en donnant un certain nombre de critères, et ces critères-là sont utilisés pour tous les membres du gouvernement, selon effectivement l'origine, mais je n'ai pas les 9 millions. Je n'ai pas 9 millions de CFA de salaire. On ne va pas vous demander de dire en direct votre salaire. Il y a une autre question des internautes qu'on va prendre, qu'on va découvrir ensemble. Voilà, le Burkina Faso a des procédures très complexes et rigoureuses en matière de financement des besoins, souvent passant tant dans la fonction publique que dans d'autres domaines. Est-ce que, Madame le ministre, ne pense pas qu'il faut être souvent pragmatique dans la conduite des financements des besoins pressants au lieu de s'attacher à des procédures trop rigoureuses qui nous bloquent? Bon, je ne sais pas à quoi fait allusion l'internaute, mais il y a plusieurs interprétations possibles. Il faut simplement dire que quand vous voyez la gestion des finances publiques ou des marchés publics d'un pays, mettez-vous un peu dans la circulation et dites qu'on n'a pas besoin ni de feu rouge, ni de feu vert, ni de stop. Ceux qui sont pressés qui circulent. Ben, ce n'est pas possible. Vous allez vous rendre compte finalement que vous n'allez pas atteindre votre destination. C'est pour cela que dans un pays respectable, on doit avoir des normes. C'est des normes de bonne gouvernance. Et les efforts que nous avons faits au niveau du gouvernement ont fait que, au lieu de passer 3 à 4 mois pour un processus de passation des marchés, actuellement, en 20 jours, vous pouvez boucler le processus lorsqu'il y a des recours. Des recours, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un se plaint, il pense qu'il a été, je ne sais pas, que c'est de façon injuste qu'il a perdu le marché, il peut faire des recours 20 jours lorsqu'il y a des recours. Je pense quand même ça, c'est quelque chose inimaginable. Nous n'avons jamais vu ça par le passé. Donc, ce sont des efforts que nous avons faits pour alléger la réglementation, mais de nous assurer aussi qu'il y a un minimum de contrôle qui se fait. Et c'est pour là, d'ailleurs, qu'il y a des autorités de contrôle. Lorsque la SCE, LC, a fait des contrôles dans certains départements ministériels,
qui s'est rendu compte, par exemple, que du carburant était distribué au personnel sans que ce ne soit encadré. Comme Il a à dit la non, présidence arrêtez du ça. Faso, par exemple. Pardon? Comme à la présidence du Faso. Ben, ça, je ne sais pas. Je ne savais pas que vous étiez destinataire des rapports de la SCE-LC. C'est public, madame Ah, c'est la public. ministre. Ah, merci, c'est très bien. Donc voilà, donc le peuple est au courant de ce qui se fait. Donc je veux dire que nous sommes obligés de tenir compte d'un certain nombre de procédures, de processus, etc., pour que le travail se fasse bien. Mais actuellement, en tout cas, nous avons allégé les procédures et on les a rendues très transparentes. On va prendre un téléphone d'Abidjan, monsieur Kéré, qui nous appelle donc d'Abidjan. Bonsoir. 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 Oui, et bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, allez-y. Bon, c'est vrai. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas mon nom qui est inscrit sur le truc. Bon, mais je vais poser ma question. Oui, ma question, c'est de savoir. Oui. On dit que la diminution du train de vie de l'État, ça rapporte combien de milliards ou bien de millions à notre économie. Deuxièmement, concernant la fameuse, comment on appelle ça, fonds pour l'aide à la jeunesse. Est-ce qu'on peut faire une situation actuellement? Est-ce qu'il y a, bon, je ne sais pas comment on peut dire ça. Est-ce que déjà il y a un point que vous pouvez faire étant ministre des Finances? Merci, je vais vous expliquer. Le deuxième point, la première question, c'était de faire voilà, le point sur le train de vie de l'État. Et deuxièmement, je pense qu'il fait allusion au fonds alloué à la jeunesse et aux femmes, notamment pour soutenir justement les projets des jeunes et des femmes. Bon, merci beaucoup. Par rapport au train de vie de l'État, j'ai quelques chiffres parcellaires. Je peux vous dire, par exemple, en matière de baux administratifs, bon, c'est quand même une économie de plus d'un demi-milliard que nous avons eu à faire parce que nous avons résilié un certain nombre de contrats inutiles au niveau de l'administration. De la même manière, par exemple, dans mon seul ministère, je ne vais pas vous donner les chiffres ici parce que ce n'est pas juste, je peux parler du ministère. Moi, j'ai pris le soin de faire le point de ce que nous coûtent les ateliers qui sont faits au niveau délocalisé. Vous allez vous rendre compte que, en fait, c'était dans l'irrespect total des textes. Les textes disent que pour qu'un atelier soit délocalisé en région, il faudrait qu'au moins la moitié des participants viennent de cette région, de cette zone en fait. Mais non. D'abord, les gens ne demandaient pas l'autorisation aux responsables concernés avant de délocaliser, mais deuxièmement, c'était dans l'irrespect total des textes. J'ai fait le point au niveau de mon ministère et j'ai vu que ce n'était pas acceptable. Et le Conseil des ministres, sur la base aussi des constats faits dans d'autres ministères, le Conseil des ministres a décidé de surseoir à ces ateliers délocalisés. Les formations. Vous allez vous rendre compte que dans ce pays, toutes les formations se font dans un pays. Je ne vais pas nommer ce pays pour ne pas être diplomatiquement pas correct, mais ça ressemblait un peu à du tourisme, où vous envoyez des personnes qui n'ont même pas le niveau requis pour aller faire des formations en leadership, qui ne sont même pas des responsables d'équipe. Mais c'était une aberration. Donc, un laxisme total, mais impuni, accepté par tout le monde. Nous avons dit qu'il faut arrêter cela. Donc, le gouvernement a dit arrêtez cela. Il y a la question des rétributions. Vous allez demander à un cadre supérieur, faites-moi une note sur justement le franc CFA. Il est économiste, c'est son travail, il est dans un département, il doit le faire. Fais-moi une note sur notre participation à tel organisme international. Il faut mettre un comité, signer un arrêté et des rétributions. Mais tout cela nous coûte de l'argent. Donc c'est quand nous allons, puisque la décision est prise par le gouvernement, c'est lorsque nous allons appliquer cette nouvelle décision que nous allons pouvoir voir exactement ce que nous allons réaliser comme économie. Mais il y a vraiment des marges d'économie qu'on peut réaliser. Ça, c'est la réalité. Et quand cette application, justement? Affectation de quoi? L'application de ce dont vous parlez. Mais c'est immédiat. D'accord. L'orientation a été donnée au Conseil des ministres, au gouvernement, que c'est ça qui doit se faire. D'accord. Sur la deuxième question. Bon, la question des différents fonds qui existent. D'abord, je crois qu'il fait allusion notamment aux 16 milliards qui ont été alloués récemment aux femmes et aux jeunes pour financer les projets de ces couches-là.
Oui, mais mon collègue concerné par cela va le dire. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le FARF, qui est le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, et nous avons fait le point et on s'est rendu compte effectivement qu'il y a un nombre important de femmes qui bénéficiaient de ces appuis-là. Par an, c'est quand même c'est autour de 50 000, 60 000 femmes, pas loin de 100 000 personnes quand même. On ne communique pas suffisamment là-dessus. Je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Mais nous sommes en train d'avancer parce qu'on s'est rendu compte que le FARF, dans sa conception initiale et son fonctionnement actuel, est dépassé par rapport à des structures qui appuient le secteur informel. Donc nous avons décidé d'améliorer le fonctionnement du FARF pour le rendre beaucoup plus moderne. Et nous voulons aussi, au-delà du secteur informel seulement, monter aussi à l'échelle. Et c'est pour cela que vous avez vu l'initiative des startups, dans lequel le gouvernement a mis en place sur 5 ans, à partir de 2017, 10 milliards de francs CFA, 100 startups par an, pour permettre de créer au moins 10 000 emplois d'ici donc 2021. Donc voilà, ça, ce sont des initiatives que nous faisons, que nous essayons de mettre ensemble. Et nous avons essayé aussi de travailler dans le cadre de la rationalisation des différents fonds. On a des fonds qui existent, qui ont des frais de gestion, mais qui n'arrivent pas à réaliser les objectifs escomptés. Nous avons pensé qu'en mutualisant tout cela, en mettant un système de gestion moderne de ces fonds, on pourra toucher peut-être le plus grand nombre. Donc voilà le travail qui est en cours. Mais une fois encore, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes arrivés dans une situation où il n'y avait pas de normes. C'est ça le fond. Je crois qu'il faut le dire, on ne va pas le dire assez. Nous sommes arrivés dans une situation, lorsque quelque chose n'est pas encadré, lorsque quelque chose n'est pas normé, bon, ça va dans tous les sens. Et lorsque vous voulez faire des efforts pour que la gestion vertueuse des ressources soit la norme, bon, tout le monde dit, oh là, mais avant, ce n'était pas comme ça. Mais on ne peut pas travailler comme ça. Donc, je vais dire que c'est un effort que le gouvernement fait, mais je peux vous dire qu'on travaille jour et nuit pour y arriver, parce que la situation était vraiment dans une... bon, je ne vais pas commenter plus que ça. Je laisser aller. Alors, nous avons ici un responsable d'une collectivité territoriale, d'une commune, pour dire simple. Monsieur, il est aussi député, honorable Aziz Diallo a accepté de venir échanger avec vous, notamment sur le développement local et le financement des secteurs sociaux. Nous l'invitons à prendre place et à échanger avec vous. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, Monsieur Gongo. Merci. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, honorable. Zéro corvée. D'eau. Zéro corvée d'eau. C'est pour moi une des mesures phares qui ont été annoncées dans le programme présidentiel et dans le plan national de développement économique et social. Nous constatons en 2018 et 2017 une baisse de 14,47% du budget alloué au ministère de l'eau et de l'assainissement. Notre pays aussi a pris un engagement, encore au Sénégal en 2015, d'allouer 0,5% de son PIB à l'hygiène et à l'assainissement. Nous savons aussi que 80%, les statistiques disent que 80% des malades dans nos hôpitaux, ils sont pour des raisons liées à l'eau et des maladies liées à l'eau et l'assainissement. Donc, comment expliquer cette baisse de l'allocation budgétaire pour le ministère de l'eau et l'assainissement? Et comment est-ce que nous allons pouvoir arriver à zéro corvée d'eau en 2020, qui est juste à côté? Et surtout, comment allons-nous aussi respecter nos engagements internationaux? Bon, merci beaucoup. Je pensais que j'avais quelques données que je vais sûrement retrouver. Mais en fait, ce que vous dites, nous, on ne se retrouve pas dans ça. Qu'il y a une baisse dans les allocations de ressources. Ne confondons pas, parce que le secteur de l'eau et de l'assainissement est un secteur très financé. Vous avez les ressources propres de l'État, mais nous avons les partenaires qui nous accompagnent aussi. Actuellement, nous sommes dans la formulation d'un programme dans lequel un partenaire va mettre quelque chose de plus de 200 milliards de francs CFA dans le secteur de l'eau. Puisque c'est des ressources globales, propres et celles des partenaires, nous faisons une planification pour nous assurer que nous mutualisons nos ressources. Sinon, l'engagement de zéro corvée d'eau, c'est un engagement qui sera tenu. On n'est pas loin du compte. Mais si je trouve mes chiffres dans les tableaux budgétaires, je vais vous les montrer tout à l'heure. On a un taux de 75%. Si. On a un taux de 75%. Donc, vous dites qu'en 2020, on pourra toujours quand même arriver à zéro corvée d'eau. On va arriver à zéro corvée d'eau. Ça veut dire que pour les 2 prochaines années, on va passer au kérosène, alors? Ben oui, tout à fait. Mais on était déjà au kérosène depuis longtemps.
Lorsque vous voyez les réalisations qu'on a faites ces dernières années, mais moi je crois qu'en 2 ans, on a fait quand même ce qui n'a pas été fait 10 ans derrière. Donc je crois que c'est un engagement qui est pris. Et dans le cadre du budget programme d'ailleurs, les ministres sont jugés par rapport aux résultats, aux engagements qui ont été pris. En 2020, voilà ce que je vais réaliser dans mon programme. Voilà la situation de départ. Et puis, on essaie de voir les pas franchis par les différents ministères sectoriels. Donc, à ce niveau, moi, je ne me fais pas de soucis. Mon collègue de l'eau serait là qui vous le dirait. Mais je pense que je peux retrouver quelques tableaux puisque j'ai quand même les données budgétaires ici. D'accord. Ma deuxième question est relative un peu au transfert de ressources et de compétences. Nous sommes dans un contexte de décentralisation. Certains secteurs clés sont un peu des responsabilités des collectivités territoriales. Nous voyons quand même une amélioration des transferts de ressources en termes de montant aux collectivités. En 2017, on était à 57 milliards. Comparativement à 2011, on était à une dizaine de milliards. Il y a une amélioration. Mais dans le PNDS, on nous dit qu'on va arriver en 2020 à 15% du montant du transfert du budget qui sera transféré aux collectivités. En 2017, on était à 4%. Est-ce que ce sont aussi des engagements qu'on est prêt à dire qu'on va pouvoir tenir? Parce qu'aujourd'hui, à côté aussi du transfert de ressources, en termes de transfert de compétences, les collectivités ont des difficultés. On a l'impression qu'on a beaucoup de technocrates, beaucoup de techniciens qui sont dans les bâtiments ministériels à Ouaga. Pourtant, la pauvreté, la misère, elle se trouve dans les villages et c'est de là qu'on a besoin d'eux. Et pour les avoir pour travailler au niveau des collectivités, c'est la croix et la bannière. Qu'est-ce qu'on dit par rapport au transfert de ces ressources et de compétences? Bon, par rapport effectivement au transfert de ressources financières d'abord, merci d'avoir remarqué que le gouvernement a fait des efforts. L'année dernière, nous avons transféré effectivement les nouveaux que vous avez indiqués et les différents ministères sectoriels le font, puisqu'il y a des secteurs qui sont concernés, que ce soit au niveau de l'eau, de l'éducation, etc. Mais il y a des secteurs pour lesquels c'est un peu difficile, alors que c'est de gros budgets. Par exemple, lorsque vous voyez le secteur des infrastructures, actuellement, nous sommes à 4% à peu près du budget. Mais si on ajoute celui des infrastructures, on va atteindre les 7%. Mais comme ce sont des infrastructures, c'est une fois qui sont très lourdes, et c'est là le deuxième point de votre intervention, on n'a pas forcément les capacités au niveau local pour exécuter ce type de projet. Et donc, je suis totalement d'accord avec vous. Bon, il se fait que vous êtes à l'Assemblée nationale. Je pense qu'une proposition de loi dans ce sens, qui pourrait nous amener à une fonction publique locale pour laquelle on va dire tel profil seront au niveau des collectivités et que vous fassiez les recrutements directement. En ce moment, nous, le ministère central, on viendra seulement en appui à vous. Mais je pense qu'il y a des fonctions effectivement qui doivent être menées au niveau local, même au niveau de la fiscalité. Certains pays, au niveau de la fiscalité locale, sont arrivés dans des systèmes où c'est la mairie qui recrute les fiscalistes à son niveau, parce que les taxes dans les marchés, etc., les boutiques, ils sont plus habilités, ils connaissent l'environnement pour pouvoir le faire que, effectivement, les gens qui sont du niveau central. Donc, je crois que cette réflexion, je suis d'accord. Et au niveau de mon ministère, nous sommes en train de travailler avec un pays ami pour voir comment nous allons apprendre de leur expérience en matière, par exemple, de fiscalité locale. D'accord. Ma troisième question est relative un peu à la grogne sociale. Certains Burkinabés ont l'impression qu'on leur demande de serrer la ceinture. Tout à l'heure, vous avez parlé de 400 milliards qu'on n'a pas recouvert. Félicitations pour avoir, avec votre approche, pu recouvrir les 10 milliards. Mais quand le Burkinabé entend que 400 milliards encore restent à mobiliser, il serait bien que vous reveniez encore là-dessus, vous dites comment vous faites pour vraiment pouvoir mobiliser, parce que certains ont l'impression qu'on leur demande de serrer la ceinture, pendant que d'autres qui doivent de l'argent à l'État, qui sont censés être les plus gros contributeurs, mais on les voit circuler en ville, on entend parler de dossiers. De temps en temps, quand on lit les journaux, il y a un scandale passé, détournement, et à chaque fois, c'est des montants colossaux qui sont là. Je pense quelque part, ça aussi, ça a un rôle à jouer dans la grogne sociale à laquelle nous faisons face. Mais je ne pense pas que ce soit le facteur justificatif de la grogne sociale. Parce que ces 400 milliards dont vous parlez, c'est un héritage. Ce n'est pas nous qui avons créé, c'est reste à recouvrer, numéro 1. Deuxièmement, il y a une séparation de pouvoir. Nous, notre rôle, c'est d'amener les contribuables à payer lorsqu'ils peuvent effectivement, parce qu'il y a des entreprises qui, si vous leur demandez de payer, c'est-à-dire qu'ils mettent la clé sous le paillasson. Donc notre rôle, c'est pas. Donc c'est pour ça que nous faisons d'abord cette approche de dialogue, de persuasion, etc. Mais après, on fait des recouvrements forcés. Il y a des entreprises que nous avons forcées à venir payer ce qu'elles doivent payer. Mais après, quand
le dossier est en contentieux et que ça va à la justice, en ce moment, le gouvernement n'a plus de responsabilité là-dessus. Donc, je crois que c'est un travail de toutes les institutions. On ne peut pas juste mettre le blâme sur le gouvernement. Nous, nous jouons notre partition, mais à un certain niveau, la question ne relève plus de nous. Mais si ces dossiers sont en justice, on n'en entend pas parler. On entend plus parler de détournement que de recouvrement. Et donc, en fait, je sais que c'est un héritage pour l'essentiel, mais quelles sont les mesures? C'est vrai que si la justice, si on pouvait savoir tel dossier a été amené en justice et on a pu recouvrer tel montant qui a été réalloué au budget, bon, ça allait rassurer davantage les populations, mais on entend plus parler de détournement que de recouvrement. Bon, j'avais déjà répondu à cette question à l'Assemblée nationale. Vous avez l'avantage d'être député et représentant du peuple. J'avais indiqué tout simplement que nous avions recruté un bureau d'avocats, en fait des bureaux d'avocats et des bureaux conseils, pour qu'ils essaient d'évacuer toute la procédure et au cas où ça ne marche pas maintenant, pour transférer ça à la justice. Donc on s'est fait appuyer par des tierces personnes pour avancer au niveau de ces dossiers. Mais vous avez des petits montants certaines fois. Certaines fois, il y en a qui doivent, je ne sais pas, c'est 1 million, d'autres doivent 100, 500, des milliards. Donc c'est d'abord un travail même parce que la base de données vous sort les informations de façon brute. Et c'est parce que ça a été classé que j'ai vu les plus gros que j'ai rencontrés et ils m'ont montré leur bonne volonté pour régler la situation. J'ai dit, bon, je vais les observer. 2018, on est ensemble. Il y en a qui ont fait un effort en 2017. S'ils continuent dans le même sens, je pense que ça va aller. Mais effectivement, c'est un dossier très, très lourd et on n'est pas forcément outillé. Hein. On n'est pas suffisamment outillé. C'est pour ça qu'on a besoin de bureaux conseils d'avocats pour nous aider. Okay. Je vais poser une dernière question relative au programme d'urgence pour le Sahel, qui suscite beaucoup d'espoir dans un contexte sécuritaire difficile dans la région du Sahel, dans la région du Nord. Où est-ce que nous en sommes en termes d'opérationnalisation de ce programme d'urgence pour le Sahel? Parce que certaines localités ne voient rien venir. À peine s'ils voient peut-être une entreprise venir monter des murs pour un service administratif, rien contre eux. Mais ce que nous voulons, l'espoir que cela crée au niveau des populations, je dois avouer que jusqu'à présent, on n'a pas l'impression que les gens sentent quelque chose venir. Où est-ce que nous en sommes et quelle appréciation avez-vous au moment de l'exécution de ce programme d'urgence pour le Sahel? Merci beaucoup. Vous savez, au Burkina Faso, on ne se félicite pas suffisamment, donc je vais me féliciter et féliciter le gouvernement une fois. Parce que, à la différence des pays du Sahel ou d'autres pays qui ont subi des attaques terroristes avant nous, à la différence, nous avons pris nos responsabilités. Quand il y a eu l'attaque terroriste, on pensait que c'était passager en 2016 et qu'on a vu que ça se poursuivait. Le gouvernement, dans sa réflexion, mon département a dit, nous allons réfléchir pour que le gouvernement ait une réponse pour l'urgence. Et c'est pour cela que nous avons conçu le programme d'urgence pour le Sahel, à telle enseigne que les pays du G5 Sahel considèrent que le Burkina et les partenaires qui les accompagnent par ailleurs considèrent que le Burkina est un bon exemple dont ils devraient s'inspirer. C'est ça que je dis, il faut qu'on sache se féliciter. Ce projet a démarré il n'y a pas longtemps. Avec les ressources que nous avions, nous les avons réorientées vers la région du Sahel. Même ce midi, on m'a montré un château d'eau qui a été construit. Je n'ai plus le nom de la localité qu'on m'a montré. Il y a des commissariats de police qui ont eu des murs parce que c'était vraiment ouvert, etc. Il y a des choses qui ont été faites en moins d'1 an et que nous allons poursuivre. Donc le rapport, nous allons le présenter. Vous allez voir ce qui a été fait en peu de temps. Mais mieux, pas plus tard que ce matin, j'ai tenu une réunion avec des partenaires pour dire que nous, au niveau du Burkina Faso, nous avons en fait une démarche de l'urgence à la résilience. Il y a le programme d'urgence pour le Sahel, mais nous avons aussi le programme d'appui au développement des économies locales. Ce programme d'appui a pour ambition justement de créer les conditions de résilience dans les zones les plus pauvres et les plus défavorisées, parce que nous disons que ce n'est pas juste de parler de croissance et de développement inclusif lorsque 4 personnes sur 10 dans ce pays vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc nous avons voulu cibler les populations les plus pauvres. Le PADEL vient en complément du PUS. Et les partenaires, les ambassadeurs que j'ai reçus ce matin, pour leur dire la perspective dans laquelle nous sommes et que nous voulons organiser avec eux une réunion de mobilisation de ressources pour massivement investir au niveau de ces 2 programmes, ils nous ont dit il faudrait que nous puissions amener les autres pays à faire la même chose que nous. Donc vraiment, je voudrais ici reconnaître que nous avons fait preuve d'anticipation
dans des endroits où les autres s'asseyent, ils attendent que les partenaires viennent leur dire ce qu'ils vont faire. Nous n'avons pas fait ça. Et nous sommes en train d'avancer avec les maigres ressources que nous avons. Et j'espère que nous allons avoir un peu plus de marge budgétaire pour avancer. Pour revenir rapidement sur votre question, mon tableau est là. En matière d'assainissement, la réalisation des latrines en matière d'assainissement, j'ai ça par région pour 2018, ce que nous avons prévu, c'est quand même 17 112 latrines que nous allons construire en 2018 pour un budget de 2 184 560 000. Donc cela veut dire que c'est un travail qui est fait et qui est documenté. Maintenant, c'est ça que je vais laisser à la presse. Je pense que c'est bon que vous puissiez avoir ce document pour pouvoir l'exploiter. Parce que c'est pour voir les réalisations sur le terrain. Mais les réalisations ont été faites en 2017. On a non seulement le rapport 2017, mais je suis en train de vous dire aussi ce que nous avons prévu pour 2018, pour le contrôle citoyen, pour que vous assuriez le relais, pour que les citoyens disent, dans la boucle du Mouhoun, on a prévu 1950 latrines, qu'on sache où c'est localisé, si c'est fait, etc. Donc je crois que c'est un effort de communication que nous faisons pour rendre effectivement transparent les actions que nous menons sur le terrain. Merci à vous, honorable Aziz Diallo, d'être venu. Nous allons prendre, Madame le ministre, une question sur la plateforme. Voilà, une question de M. Fofana, qui est au sud-ouest. On ne comprend pas les contradictions au sein du gouvernement concernant la santé financière du Burkina. Au moment où certains disent qu'il n'y a pas d'argent, d'autres parlent de bonne santé financière. Je pense que le Premier ministre a dû avoir le cours relatif aux problèmes posés par les enseignants. Madame le ministre peut nous dire les montants des avantages accordés aux magistrats, aux financiers et autres corps de la fonction publique. Bon, ça, je crois que nous allons peut-être communiquer après là-dessus, mais les chiffres existent, les données existent. Et si vous demandez l'information, nous allons vous communiquer cela si le gouvernement en décide. Parce que certaines fois, en même temps, vous nous demandez la transparence, en même temps, on nous dit, bon, les discussions n'ont pas encore abouti et vous communiquez des chiffres. Donc, je crois qu'il faut peut-être choisir le bon moment. Sinon, en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai un tableau synthétisé de tout ce que les revendications pourraient nous coûter ou nous ont déjà coûté. Peut-être nous ont déjà coûté, là au moins... nous ont déjà coûté aussi, on a ça, oui. Qui ne peut pas se donner ici. Mais je ne peux pas le donner ici, je n'ai pas prévu ça ce soir. D'accord. On va prendre... voilà, je crois que on m'annonce que le temps qui nous était imparti tire vers sa fin. Nous allons prendre une dernière personne au téléphone, M. Edgar Bambara. Bonsoir. Pendant ce temps, Adama Koulibaly rentre ici avec nous. Monsieur Bambara, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Ok, bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. Oui, quelle est la part contributive des mines dans l'économie nationale? La deuxième question est liée à la fiscalité, aux recettes que l'État engrange dans ce pays. Madame le ministre vient de dire qu'il y a eu une rallonge de 40 milliards au niveau de 42 milliards au niveau de l'éducation. Je voudrais savoir si ces 40 milliards prennent en compte les préoccupations de la lutte syndicale au niveau du ministère de l'économie. La troisième question, alors je vois qu'il y a un gros budget pour le ministère. Pourquoi il y a des retards de paiement de salaires, de vacations au niveau du ministère? À tel point que les enseignants, souvent, sont obligés d'abandonner leur poste pour revenir en ville chercher des sous. Il y a une suggestion que je voulais faire par rapport également à la taxe de résidence. Alors je vois que la taxe de résidence est fixée en fonction des zones. Est-ce à dire que le pauvre n'a pas le droit de citer Awara 2000 ou quoi? Alors je suggère qu'on harmonise ce montant-là pour permettre aux gens de venir payer aisément. Ok. Merci Ensuite, à vous, Monsieur Bambara. Bonne soirée. Merci. Madame le ministre, pour... Bon, pour ce qui concerne le budget de l'éducation, c'est les chiffres effectivement que j'ai donnés. Mais lorsqu'on parle de budget de l'éducation à plusieurs composantes, ce n'est pas seulement les salaires des enseignants, c'est aussi la construction d'infrastructures scolaires. Tout cela rentre dans le budget de l'éducation.
Maintenant, lorsqu'on veut classer effectivement la contribution des différents secteurs au budget de l'État, les mines sont en train de surplomber maintenant le coton. Mais au niveau des différents impôts, hein, bon, c'est des tableaux un peu touffus. Je ne sais pas si je vais peut-être laisser cela à ceux qui animent l'émission. Et puis, en ce moment, on pourra divulguer ça plus tard parce que c'est de grands tableaux que j'ai avec moi qui pourraient être utiles lorsque, effectivement, on va vous les rendre accessibles. D'accord. Et sur la partie, justement, des retards de paiement des vacations? Ben, je crois que c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas habilitée, je ne gère pas le secteur de l'éducation. Et certaines fois, ça peut être juste peut-être des questions de procédure dans le système, etc. Vraiment, je ne sais pas de quoi ça retourne. Mais ce que nous avons demandé qui va faciliter les choses, c'est qu'il faut qu'on cesse la circulation de cash. Je crois que c'est ça. Si vous avez un compte mobile, on peut vous transférer votre paiement là-dessus. Ça sera peut-être ce qu'il faut adopter pour éviter vraiment toutes ces lourdeurs inutiles et qui nous font perdre, bien sûr, beaucoup de temps. D'accord. Les chiffres que vous allez donner, précisez que les téléspectateurs pourront consulter sur la plateforme Presimet, www.presimet.bf. Donc, rendez-vous sur le site. Adama Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir Madame le ministre. Nous vous avons suivi avec un certain intérêt. Le constat qui se dégage, c'est qu'il y a un semblant de cacophonie sur les chiffres que vous donnez. Parce que tantôt le Premier ministre annonce des chiffres, et vous aussi, et donc on voit 47%, 51%, 52%. Donc selon les chiffres que vous avez donnés, et selon nos calculs, le ratio donc salaire-recette est de 53%. Et nous estimons qu'en tant que ministre des Finances, vous devrez être imprégné de cela, justement pour réduire le gap par rapport à la norme communautaire qui est de 35%. Aussi, vous parlez d'une économie au beau fixe, mais la forme sociale est là. Et l'effet, c'est qu'on ne ressent pas justement l'effet de cette économie qui est au beau fixe dans le panier de la ménagère. Donc ça, c'est le constat qui se dégage. Mais dans l'ensemble, nous vous avons trouvé convaincante sur beaucoup de réponses que vous avez apportées. Et pour cela, nous vous avons donné la note de 8 sur 10. Donc il y a un public qui est là, qui également aussi a apporté sa note. Et la note du public est de 7 sur 10. Donc c'est que vous faites une moyenne globale de 7,5 sur 10. Je dois préciser que la note que nous attribuons sur ce plateau concerne juste la prestation au cours de l'émission, parce que sur les réseaux sociaux, nous avons découvert certaines personnes qui estiment que la RTB note les ministres. Ce n'est pas le cas parce que nous n'avons pas la possibilité de noter chaque ministre dans son département, mais plutôt, lorsque nous les invitons sur ce plateau, c'est la prestation, la capacité du ministre à convaincre, et on se dit que le public qui est sur ce plateau, lorsqu'il est convaincu, l'ensemble des téléspectateurs, sinon la plupart, peut aussi être convaincus justement par les réponses que vous apportez. Donc ce soir, Madame le ministre, votre note est de 7,5 sur 10. Voilà. Je dois dire que c'est l'une des meilleures notes parce que la plupart des gens que nous avons reçus ici n'ont pas encore. Je crois qu'il y a vous et puis le ministre des Affaires étrangères que nous avions reçu là tout dernièrement. Merci à vous, Madame le ministre, d'être venue sur ce plateau. Dialogue citoyen, c'est fini. Mais je dois dire un mot, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Ah, on me signale qu'il y a une dernière question qu'on doit prendre. Voilà, donc... voilà. Ah ok, il n'y a pas de question. Donnez-moi une parole. Allez-y. Vous voulez réagir Oui, je crois quand même qu'il est important. Vous m'avez cuisiné pendant plus d'1 heure de temps. Bon, c'est le moment, je crois, vraiment de vous remercier pour l'occasion qui m'a été donnée et remercier les téléspectateurs pour l'intérêt porté à cette émission et particulièrement, bien sûr, sur le sujet qui nous préoccupe ce soir. Et dire qu'au niveau du ministère, nous avons décidé de mettre en place une plateforme interactive d'échange avec les contribuables, avec les clients, ceux-là effectivement qui sont intéressés par ce que nous faisons, parce que nous avons constaté, et je trouve que ce n'est pas juste, malgré les efforts qui sont faits par des personnes adorables avec qui je travaille, tous les jours que Dieu fait, qui se donnent à la tâche, je me rends compte que lorsqu'on fait des classements, nous sommes toujours au niveau des top 5 des mauvais.
On va parler de la douane, on va parler de la commande publique et tout ça pour la corruption. Et donc, je voudrais dire quand même que c'est pour cela que nous mettons un peu plus de transparence et de communication envers nos clients. Donc, c'est des efforts que nous allons faire. Et je prends en mon compte, bien sûr, toutes les observations qui ont été faites pour améliorer nos prestations et nos services aux clients. Et dire que l'économie du Burkina, en fait, au niveau africain, nous sommes parmi les top 5 ou 10 des économies qui sont les plus performantes en matière de taux de croissance, mais aussi en matière de réformes que nous avons engagées. C'est vrai que comme vous n'avez pas d'autres pays de comparaison, naturellement, vous considérez qu'on n'avance pas, mais nous avançons. Nous avançons, nous avons comme ambition d'avancer plus vite. Nous avons comme ambition de répondre aux besoins des populations. Nous avons bien sûr comme ambition de nous améliorer. Donc, je voudrais vraiment remercier et souhaiter aussi une bonne et heureuse année à tout le monde. Et 2018, que cela permette au Burkina Faso d'avancer résolument et que l'environnement social soit apaisé pour que nous puissions vraiment jouir des fruits de la croissance. C'est un peu ce que je voulais dire et vous remercier encore. Merci beaucoup. Merci au public qui est là, les invités qui sont venus échanger avec vous, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, la coordination aussi. Bonne suite de programme. Tout à l'heure, vous avez le journal avec Ruth Beniwatara.